Bienvenue à l'atelier du cœur bricoleur. Une vidéo aujourd'hui sur la loi de l'attraction et sur la manière dont on peut valider, s'en emparer de cette notion pour progresser, pour se soigner, pour évoluer. Donc c'est un concept issu du New Age, ce mouvement spirituel qui pioche à beaucoup de réservoirs traditionnels, aussi bien des monothéismes, des traditions plus anciennes, de l'ésotérisme, de tout ce qui est sphère énergétique, et qui fait comme ça un melting pot très multicolore, où il y a des choses néanmoins qui sont passées dans la psychologie carrément, surtout chez les Américains en premier, avec une méthodologie donc de l'empowerment, de l'empuissancement, et l'idée que donc on soit actif, créateur de sa vie, et ce concept est devenu très grand public. Il y a eu le film Le Secret, il y a tout ça. Donc l'idée, c'est que la loi de l'attraction serait donc une loi universelle de la résonance. C'est-à-dire que de par notre état intérieur, on parle d'état vibratoire, on attirerait telle ou telle expérience dans notre vie. Et le postulat des méthodes qui proposent de travailler avec, c'est d'être initié à cette loi pour s'en servir au service de nos rêves, qu'ils soient des rêves de type donc matériel, de concrétiser soit un parcours professionnel, une entreprise, une maison, une relation idéale. Voilà. Souvent, il y a ces sphères-là qui sont visitées, et une méthodologie d'initiation qui permettrait par diverses clés d'avoir un état vibratoire sain, capable d'attirer des expériences positives. Donc je vais parler de ce qui me paraît complètement positif dans le fait de s'emparer de cette notion pour, j'aime pas trop l'expression travailler sur soi, mais pour évoluer en fait. Et puis du risque potentiel que cette notion peut avoir par rapport à certains parcours de vie qui inclut une manière de lire l'épreuve, parce que la loi de l'attraction, c'est quand même aussi une manière de lire la souffrance, qui peut faire, selon moi, potentiellement de gros dégâts sur des personnes qui ont vécu des choses très difficiles. Donc, déjà, si on rend neutre cette loi dite universelle, si on la décharge, on la décroche de sa charge spirituelle, on peut voir que la loi de l'attraction, c'est aussi la loi des conditionnements, qui fait que du coup, on va vivre telle ou telle expérience, dans le sens où c'est une loi de la perception. On perçoit la vie à travers un prisme, on a des conditionnements, et ces conditionnements nous amènent à vivre certains types d'expériences. Et ça, c'est plus de la spiritualité, c'est de la psychologie, voire de la psychiatrie. C'est le prisme selon notre vécu. On intègre un prisme, par exemple un prisme traumatique. Si on a des séquelles traumatiques, on va sans arrêt interpréter le monde sous l'angle du danger potentiel. Et donc, avoir cette grille de lecture. Et donc, vivre à expérience égale, on ne va pas du tout le vivre pareil à l'intérieur. Donc je dirais que si on enlève la charge spirituelle de cette notion, c'est la loi de la perception de la vie. Et avec des conditionnements qui sont à la fois intergénérationnels, puis on a des thérapies qui s'occupent de ça dans le transgénérationnel, dans les constellations familiales. Il y a le prisme et le conditionnement de type expérimental qui est lié à notre propre vie et qui fait que une somme d'expériences, et notamment dans l'enfance, nous font
dessine des traits de personnalité qui sont surajoutés à notre être primitif, hein. Voilà, et nous conditionne aussi. On a le conditionnement génétique, qui est un autre conditionnement, même s'il n'y a plus totalement de fatalité là-dedans, on sait qu'il y a une marge de manœuvre avec l'épigénétique, qu'il y a une certaine malléabilité de ce patrimoine qui n'est plus tout à fait une fatalité. Petite parenthèse. On a aussi le conditionnement de type socio-culturel selon la culture dans laquelle on a grandi. Et puis si on se rebranche sur le spirituel, on a tout ce qui est conditionnement karmique, mais qu'on peut relier à soit l'intergénérationnel, soit le fait, si on adopte ces croyances, à des vies antérieures. Voilà. Donc toute cette somme de conditionnements nous impose des grilles de lecture, et ces grilles de lecture nous font vivre telle ou telle expérience. De sorte que, même on le voit dans une fratrie, à expérience égale, on n'a pas du tout, c'est pas du tout approprié, on n'a pas la même perception de cette expérience. Et du coup, il s'en dégage que on n'a pas vécu la même chose. Donc, voilà, la loi de l'attraction, déjà, on pourrait la lire comme ça, comme la loi de la perception, qui donc occasionne des vécus différents. Pourquoi ça peut être intéressant de s'approprier, toujours en ayant un petit airbag? C'est ce à quoi moi j'encourage, parce que quels que soient les concepts qu'on retient, si on ne met pas un petit airbag qui à la fois nous sauve, nous, dans notre autonomie de penser, de sentir, de réfléchir pour nous et par nous-mêmes, fait de nous des êtres en éveil par rapport à tout notre parcours, et puis bien conscients d'eux-mêmes et de ce de ce qui peut nous être profitable, ou des idées qu'on a par nous-mêmes en fait. Et puis nous décroche aussi d'un certain asservissement, les asservissements théoriques quels qu'ils soient, hein, quel que soit le concept, même bienfaisant développement personnel, ça reste un asservissement. Si on s'en sert comme ça sans le questionner, selon moi, il est important de se laisser libre de le questionner, parce que quand on s'accroche à des trucs, on n'a plus de liberté de penser, et ça peut être associé aussi à une peur, ou alors à une violence de penser que nous on a la vérité, puis les autres ils ont tout faux, et que voilà quoi. Donc je disais, si on s'approprie cette idée comme, disons, une hypothèse de travail intéressante à considérer, en gardant notre autonomie de penser, de sentir pour nous. Eh bien, ça peut être qu'intéressant dans le sens, alors je vais citer plusieurs arguments, dans le sens où on va rentrer en intimité avec soi. On va s'intéresser à notre manière de recevoir les expériences et d'y réagir. Et s'intéresser possiblement aux conditionnements et aux croyances, comme on dit, associées. Et en fait, ce retour en soi, cette reliance à soi, ce retour à la maison et cette observation ne peut être qu'au service d'une meilleure connaissance de soi, dont on ne fera jamais le tour, mais qui est intéressante parce que c'est un retour à la maison. C'est un retour en intimité, et c'est un dialogue renoué avec soi-même, ses conditionnements et son monde émotionnel, dans quel état on est, pourquoi. Voilà, cet intérêt, c'est possiblement un intérêt de s'interroger pourquoi on est dans tel état, alors on peut dire vibratoire, qui est hautement associé aux émotions. Pourquoi dans tel état de pensée et dans tel état émotionnel, et tout ça peut s'accompagner en thérapie aussi, et se questionner sur son état intérieur. Ceci est lié à ceux qui usent de la loi de l'attraction comme outillage spirituel, et donc ça me paraît très profitable de rentrer en intimité avec soi. Ça fait partie évidemment du soin. Deuxième outillage, c'est la responsabilité
qui va avec le premier, le premier argument, on va dire, hein, d'intérêt pour ce concept, c'est qu'en rentrant en intimité avec soi, en se penchant sur soi-même, ses croyances, ses conditionnements, son état émotionnel, eh bien on est capable donc de plus être vécu par nos conditionnements, de plus être en pilote automatique, réactif, mais d'être comme ça, d'avoir ce petit coussin d'air où on se regarde faire, où on s'entend, où on s'écoute, et du coup, on va avoir une autre capacité de réponse. C'est ce que moi j'appelle la responsabilité. Je ne suis pas la seule, mais responsabilité complètement déchargée de la culpabilité, juste voir à l'anglaise, hein, responsible, c'est-à-dire la capacité de répondre en conscience, ou en tout cas en meilleure conscience de nous-mêmes. Et donc, le fait de se questionner sur notre prisme intérieur occasionne une meilleure connaissance de soi et donc une meilleure capacité de répondre aux situations de vie que l'on rencontre, pour ne plus subir ce qu'on vit, mais agir de l'intérieur, avoir des gestes intérieurs et puis des actions extérieures ajustées qui soient voilà, chargées de la lumière, de notre questionnement. On parle aussi beaucoup avec la loi de l'attraction de la création, hein, d'être 100% créateur. Et ceci, je trouve que c'est à questionner. Mais en tout cas, avec la loi de l'attraction, il y a plein d'enthousiasme pour ceux qui s'en emparent au niveau méthodologique et plein d'espérance d'avoir une espèce de discipline intérieure pour être sûr qu'on va attirer ce qu'on veut et avoir cet élan-là plein d'espérance et de se lancer dans l'entreprise de la vie avec, en se sentant fort de soi-même, de son travail intérieur et se sentir aux commandes en tant que créateur et en quittant l'état de soumission par rapport à ces conditionnements qu'on aurait éclairés. Voilà. Donc tout ça, c'est des arguments pour moi en faveur du fait de s'approprier le concept de loi de l'attraction. Maintenant, je vais parler ce qu'on pourrait appeler du complexe du traumatisé et du coup d'une personne. Donc on va faire un profil, hein. Je vais rappeler ce que j'entends par concept du traumatisé, parce que traumatisé, on l'est tous, hein, ça fait partie de l'expérience humaine de vivre des épreuves et donc ce qu'on appelle des traumas. Mais il y a des degrés divers et des séquelles diverses qui impactent durablement, plus ou moins durablement, pas simplement le système de croyance, mais le corps, le système nerveux. Et du coup, voilà. Donc ces personnes-là, mettons un profil, qui vit avec ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Je vous renvoie, si vous en êtes intéressé à ce concept, que je vais synthétiser très vite. Mais on a ce profil-là et puis une volonté de s'accrocher, de se soigner, de s'accrocher, y compris à des concepts spirituels très prometteurs qui remplissent d'espérance dans le fait de surmonter. Donc pour rappel, quelqu'un qui vit avec une mémoire traumatique, c'est quelqu'un qui a vécu de manière unique ou répétée une situation d'une telle violence que son cerveau a durablement été impacté par le fait qu'il est en mode alerte permanente. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. En fait, l'amygdale, qui est le donneur d'alerte au niveau neurologique, est resté en état d'alerte. Même si possiblement le trauma date de l'enfance, par imagerie médicale, on peut voir toujours cet état inflammatoire de l'amygdale qui a donc une fonction donneuse d'alerte où il y a des rebonds après réactifs. Hein, on pioche dans des expériences qu'on a et puis on pose des actions
avec le néocortex capable de poser des actions adaptées à la situation. En contexte post-traumatique, tout ça est brouillé, la chaîne est brouillée, et il y a un état latent que je dirais de manière non scientifique, mais voilà, pour faire comprendre, un état inflammatoire, et ça donne une vision de la vie au niveau psychologique, toujours sous l'angle de la peur et du danger. Voilà. Et ces êtres sont potentiellement totalement capables de faire leur vie, mais il y a ce conditionnement qui est vraiment dans le corps. Il ne s'agit pas là de trucs éthérés, pas possible, ou des conditionnements de type système de croyance. C'est dans le corps que la peur est engrammée comme système de fonctionnement et donc de protection. Surtout rester en alerte parce que le danger peut surgir et m'endommager à tout moment. Voilà comment on vit avec une mémoire traumatique. Et il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec ce complexe physiologique, psychologique et énergétique. Voilà, moi je lis complètement les deux, enfin, je trouve que c'est très cohérent. Les conséquences de la mémoire traumatique, c'est d'être, et tout le monde l'a vécu à des moments, et qui n'ont pu d'être temporaires et, on va dire, cicatrisés. Hein, là, je parle de personnes où c'est durable après, comme système de fonctionnement, mais on a tous vécu des moments de dissociation. C'est-à-dire, on s'est en gros trouvé bête, trouvé sidéré, trouvé incapable de poser une action ajustée à ce qu'on vivait, et on est resté donc en état de sidération, ce qui occasionne des dissociations corporelles. À l'extrême, des personnes peuvent se trouver dans des décorporations, on dirait, au niveau énergétique, hein, mais c'est décrit au niveau psychiatrique aussi, le fait qu'on soit capable de voir la scène traumatique de l'extérieur et de la décrire comme telle, de manière fine. Voilà. Donc, il y a des sorties de corps qui sont liées à une panique tellement extrême que le corps a disjoncté, le cerveau a disjoncté. Je rappelle donc qu'il s'agit d'une surcharge hormonale liée à la peur et que le cerveau disjoncte pour pas mourir parce que cette surcharge hormonale devient toxique pour le corps. C'est comme ça que s'explique la sidération, la dissociation. Donc il y a une sortie de corps comme ça. Voilà. Donc, les personnes qui abordent la spiritualité comme élément, comme le radeau, les éléments de secours, d'urgence même, eh bien, on est toujours sur la tangente. Parce que autant il peut y avoir un grand support à trouver du sens dans le divin, autant il y a un grand risque à se barrer dans les hauteurs et à alimenter non pas un élargissement intérieur et une quête de sens, mais à alimenter le symptôme pathologique du fait qu'on a dû décrocher et se protéger par un court-circuit, y compris sensoriel, pour ne pas sentir tellement c'était atroce et intense la souffrance et la peur. Donc naviguer là-dedans avec les concepts religieux, spirituels, quels qu'ils soient, ça me semble être fait avec une délicatesse et une conscience extrême sur soi justement, pour ne pas se barrer dans les hauteurs, parce que selon moi le parcours de soins d'une personne qui vit des traumatismes, c'est de redescendre dans le corps, d'avoir l'audace, le courage de repactiser avec son corps, avec les autres et avec la vie. Et ça implique à une reliance et à un soin d'une fracture physiologique, sensorielle aussi, et une reliance à soi qui implique que tout ce qui est spirituel peut être tendancieux parce que ça peut être l'occasion de se barrer loin pour ne pas sentir. Donc voilà, je fais cette réflexion générique
Je pense que chacun a son parcours. Je me suis souvent dit qu'il y a des personnes qui, selon leur contexte, par exemple éducatif, ils fonctionnaient mieux au niveau moteur pour se bouger avec des espèces de trucs un peu cinglants et un coup de pied au cul, quoi. Voilà, pour se réveiller et être en mouvement dans leur vie. Des personnes qui, à contrario, ont vécu dans un contexte violent, qui soit psychologique, physiologique ou les deux, ou qui ont vécu des expériences traumatisantes, pour moi, au contraire, la vertu de la douceur, c'est ça qui va être moteur et déclencheur, le déclencheur énergétique le plus puissant. Et ne pas rajouter de la violence à la violence. Mais au contraire, d'expérimenter la puissance de la tendresse envers soi, de la compassion comme générateur puissant déjà de drainage émotionnel expérimental et de dégagement d'énergie pour construire sa vie. Donc pour ça que vraiment il faut avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport aux parcours différents. Là je donne un éclairage spécifique parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais bien sûr que voilà, selon les concepts qu'on s'approprie, selon notre vécu, ils n'ont pas la même teneur, même le même sens. On n'a pas le même dictionnaire en nous, on ne met pas la même charge dans les mots selon notre vécu. Voilà. Donc, je vais parler du deuxième complexe de traumatisé pour lequel la notion de loi d'attraction peut être délicate pour moi. La première, ça va être la culpabilité. La seconde, l'aspect de s'emparer de concepts qui donnent une illusion de maîtrise. Une illusion de maîtrise qui peut vite dériver vers une possible domination. Donc la culpabilité. J'attire ce que je vibre. C'est ça le concept quand il est simplifié. J'attire ce que je vibre. Donc, pour moi, là, il y a quand même un crash test, c'est l'extrême. Est-ce que ce concept, il tient choc? Est-ce qu'on le fait tenir? Est-ce qu'on choisit de le faire tenir dans notre vision du monde? Face à un être, là, je vais donc prendre une idée de confrontation avec quelqu'un qui vient de sortir de bombardements. Je prends d'expériences extrêmes. Je rappelle encore et toujours qu'un être qui vit avec des séquelles traumatiques n'a pas obligatoirement vécu des trucs pas possibles comme les guerres ou des violences extrêmes. Moins suffit. Mais prenons cet exemple pour qu'il soit... voilà, mettons que c'est le crash test. Une personne vient de sortir de bombardements. On va prendre une femme, vulnérabilité extrême, une femme, un enfant. Est-ce que derrière, on peut se posturer, nous, et faire tenir le choc d'une perception que cette personne a, d'une manière ou d'une autre, attiré ce qu'elle a vibré? Alors, on pourrait parler du corps sociétal, hein, si on réfléchit beaucoup, qu'on est à fond dans la tête. Oui, mais c'est le corps du pays qui a attiré ce qu'il a vibré par rapport à une histoire très violente. Oui, bon, d'accord. Si on le retient à titre individuel, est-ce que devant cet enfant qui vient de vivre, peut-être qui a vu mourir toute sa famille, est-ce qu'on lui dit « Mon gars, t'as attiré ce que t'as vibré ». Pareil pour une femme agressée, à l'instant. Pour un grave accident de voiture. Est-ce qu'on va dire t'as attiré ce que t'as vibré à cette personne? Est-ce qu'on va avoir l'idée que, donc je pousse sur la manière la plus simpliste de prendre la loi de l'attraction, qu'il avait des vibrations de merde et que donc il s'est attiré une expérience de merde. Là, je fais ce crash test parce qu'il y a une manière de s'emparer des concepts qui peut générer beaucoup d'inhumanité, en fait. Peut générer beaucoup d'inhumanité, décrocher beaucoup déjà de certaines personnes autour de nous,
de certaines personnes dans les pays dans lesquels on vit, et puis de portions du monde qui sont quand même très conséquentes, qui vivent des trucs pas possibles, que ce soit des guerres, des famines, des trucs extrêmement traumatiques, et puis comment on se met en reliance avec ces autres êtres humains. Est-ce que ça tient de dire ils avaient des vibrations de merde, ils se sont attirés des expériences assorties à leurs vibrations. Hein, l'idée, c'est qu'on fait toujours l'expérience de la vibration qu'on porte. Voilà. Donc, selon moi, c'est une vision métallique, simpliste de la loi de l'attraction, qui décroche complètement de l'humanité, parce que pour peu qu'on vive des choses extrêmes ou très dures, pareil, si je prends un exemple malheureusement beaucoup plus fréquent d'une personne à qui on vient de détecter un cancer. Alors, je ne suis pas en train de dire, ou alors je suis en train de dire que des personnes qui ont vécu des expériences très traumatiques comme ça, parfois injectent du sens dedans et disent et témoignent de par leur verbalement, mais aussi dans leur vie, que ça a été une chance en fait pour eux, contre toute attente. Telle maladie, tel trauma a été une chance, parce que ça a été un déclencheur très fécond pour eux par la suite. Par exemple, ils ont lâché un boulot qui leur correspondait pas du tout, où ils avaient beaucoup d'alertes corporelles et psychologiques du fait que cet environnement, il fallait qu'ils lâchent, et ils ont dû vivre des choses extrêmes pour finalement arriver à vraiment atteindre ce à quoi ils aspiraient pour de vrai et qui toquait à leur porte depuis longtemps. Donc voilà. Mais là, je parle d'un être qui juste est avec sa maladie. Alors, bien sûr que, en dehors de toute interprétation psychologique ou spirituelle, par exemple, une accumulation de stress est très favorable au déclenchement de maladie. Donc on peut dire, tu as attiré ce que tu as vibré, tu étais trop stressé, mais à quel point on est dans une conscience comme ça froide qui nous relie de manière féconde ni à nous-mêmes et nos souffrances, et qui non plus ne nourrit pas les autres. Il y a une différence entre la conscience et puis l'analyse très mentale, métallique du fait que, et simpliste, du fait qu'on plaque des concepts spirituels de manière uniforme comme ça, en ayant l'idée que on sache tout, que forcément qu'il y a une explication à tout, et que oui, A plus B égale forcément, ping-pong, il s'est mangé sa monnaie de sa pièce, et que donc il a attiré ce qu'il a vibré. C'est quelque chose qui est très déconnectant et qui peut être très souffrant, selon moi, en particulier quand dans le feu de l'épreuve de la souffrance, on ne sait pas quoi en faire, c'est une patate chaude. Donc quand tout va à peu près bien, qu'on vit des trucs digérables, qu'on peut driver, on peut prendre sa responsabilité, corriger le tir et tout ça. Quand l'expérience est extrême ou qu'on vit des rechutes, alors qu'on a beaucoup travaillé, entre guillemets, et qu'on croit qu'on a surmonté des choses, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce concept ? On se dit qu'on a mérité la mandale qu'on s'est pris dans la tronche. Et ça, je dis pour les personnes traumatisées, et notamment qui ont subi des traumas sexuels dans l'enfance, ce qui concerne malheureusement beaucoup de monde. Quand on s'approprie ceci, attention à la collusion, au fait que ça peut complètement se calquer sur un complexe, un symptôme post-traumatique qui est celui de la culpabilité. C'est-à-dire de l'ignorance que le corps a dû déconnecter parce que sinon il aurait crevé de peur, pour de vrai, de manière physiologique. Et que du coup, s'il n'y a pas eu d'action possible, de rébellion, de riposte, ce qui est normalement prévu par le fonctionnement cérébral, fuite, réaction, riposte, il n'y a pas pu parce que c'était trop fort. La conséquence psychologique, c'est qui est post-traumatique, c'est de se culpabiliser possiblement à vie de ce qu'on a vécu en tant que
collaborateur de l'agression, qui est par l'ignorance aussi sociétale, parce que ces phénomènes de dissociation et de sidération sont très peu expliqués, et ben donc la victime s'approprie le discours qui est dans l'air, que c'était une pauvre chose et qu'elle aurait dû, elle aurait pu, et pourquoi elle n'a pas fait, pourquoi elle n'a pas parlé, pourquoi elle n'a pas, pourquoi, et que donc c'est un peu de sa faute. Soit elle est coupable par faiblesse, donc manque de tempérament, elle n'a pas compris que ici c'était un monde de forts et que voilà, soit par compromission. Donc, ce qui donne des scénarios très caricaturaux de personnes qui arrivent à parler parce qu'il y a eu du soin et des prises de conscience des années après et qu'on leur dit c'est trop tard au niveau judiciaire. Mais le complexe de la culpabilité, alors déjà il est assez universel, il est en particulier féminin, et puis dans ce prisme-là, dans cette zone-là, dans ce calque avec ses expériences de vie, c'est particulièrement vivace. Et en fait, ça occasionne des divorces avec son corps qui peuvent être très précoces, où le corps est ennemi. Ce qui donne dans ce type de profil que le corps, inconsciemment ou consciemment, est un ennemi à abattre. Donc ça donne beaucoup d'addictions pour droguer l'état de panique où le corps est vraiment le truc qu'on ne peut pas dresser, qu'on ne peut pas contrôler, que voilà, c'est la panique totale. Donc beaucoup d'addictions pour anesthésier, des maltraitances, que ce soit des scarifications jusqu'aux tentatives de suicide, des troubles alimentaires, ou pareil, maltraitance. Tout ça pour essayer de dominer cette entité corporelle qui nous a mis dans un état où, soi-disant, on n'aurait pas dû être, on n'était pas comme il faut, on n'a pas fait comme il faut, et puis ça crie trop fort à l'intérieur, on est obligé, voilà, donc on se dissocie de son corps, on ne sait pas vivre avec en fait. Et on ne pose pas sur lui, à la fois par défaut de soins et par ignorance, toute la compassion qu'on a besoin de poser pour pouvoir se soigner et s'en sortir. Donc quand il y a une collusion avec ça, avec la loi de l'attraction, on dit telle expérience vécue, tu l'as vibrée, c'est insoutenable. Et pourtant, certains profils traumatiques se l'approprient, comme quoi, puis je glisse au troisième point, c'est-à-dire le risque que ce soit un outil de domination théorique qui se surajoute de manière glorieuse sur un trauma. En mode, t'as été une pauvre victime, plus jamais. Plus jamais. Maintenant, tu seras le fort. Tu seras le créateur 100% de ta vie. Tu as les rênes, tu es au contrôle. Tu as les moyens stratégiques, grâce à la loi de l'attraction, d'être un dominant dans ce monde de dominants. Et plus jamais un dominé. Donc, je mets un petit coup de fluo sur ce risque de s'approprier la loi de l'attraction comme une loi de toute puissance, ou quand on va se manger une mandale, que ça ne va pas aller comme on veut, on va être très désarmé, mais a fortiori quand on est en séquelles traumatiques, c'est-à-dire avec ce corps qui plus ou moins essaye toujours de gérer, de driver la panique qui est latente. La panique de soi, la panique de l'autre, de la vie, où on s'est frayé un tout petit chemin, un tout petit filet d'eau, bon gré mal gré en serrant les fesses, mais que le danger est toujours potentiellement à chaque virage. Donc s'entretenir, s'accaparer cette méthodologie de la loi de l'attraction en la simplifiant en mode 100% créateur, 100% responsable, il y a un risque de double peine, c'est-à-dire sur le trauma vivace, on met un corset qui est illusoire, parce que forcément la vie va nous mettre en vulnérabilité. Et tout le courage d'un être qui a vécu ces situations et qui est en résilience, ça va être à petites touches délicates ou à grands élans du cœur quand ça lui vient,
de faire l'essai à nouveau de la vie. Et de se mettre en amitié, en amour avec elle, en nous d'abord, dans le cœur, dans le corps, en ayant conscience que c'est pas juste des trucs éthérés ou des systèmes de croyances, c'est un cerveau en alerte. Et donc, par conséquent, tout un système nerveux en alerte. Donc, l'entièreté de son corps qui doit être choyé, rassuré, où on doit nidifier. Parce qu'il y a donc dans cette notion de loi de l'attraction, la possibilité de voir ce qui peut me gêner, c'est quand on s'en sert pour... on voit qu'en fait... Alors pour un être que je décris ainsi, hein, dont je dis cerveau toujours en état d'alerte, système nerveux toujours excité par la menace potentielle, ça génère un truc qui est d'avoir peur de ses peurs, qui est très infantile. C'est la pensée créatrice infantile, où notamment on a peur du coup souvent de faire mourir nos proches, hein, nos parents, par nos pensées. Et donc là, on n'est plus dans l'énergétique, on est dans le délire enfantin qui est souvent traumatisé, qui dans le prisme dans lequel il évolue est obligé d'encaisser des trucs qui ne sont pas du tout liés à sa maturité psychologique et physiologique, et qui du coup interprète le monde comme c'est de sa faute, parce que de toute façon, voir le parent normalement protecteur en faute, c'est insoutenable puisqu'il est censé nous protéger. Donc si il est en défaut, c'est forcément nous qu'on déconne en fait. Et puis on va se trimballer ça sur X années avant de mettre son nez là-dedans et du soin. Mais donc l'idée de toute puissance sur l'environnement, c'est un symptôme pathologique d'où il va falloir se déprendre pour trouver l'autonomie de son corps et de soi, et quand on est enfant, se déprendre d'une emprise parfois totalement inconsciente, parentale, où on mise aussi sur l'enfant de manière X ou Y pour être un régulateur. Voilà. Donc, maintenant, que faire avec cette patate chaude de la loi d'attraction ? Je ne vais pas parler plus que ça de ce truc de loi. Je vais parler parce que moi, comme je l'ai dit sur la vidéo sur les dettes karmiques, j'aime croire dans un divin dont les lois seraient puissamment déjà impénétrables, mystérieuses, mais aussi organiques et soutenant la vie. Donc tout le truc métallique là et simpliste du ping du pong, de t'attires ce que t'as vibré, ça me parle pas du tout. Et alors comment questionner l'état vibratoire ? Comment s'assurer un haut état vibratoire ? Oui, il faut être au top pour s'attirer que des bonnes choses, sinon aïe aïe aïe, attention, oui aïe aïe, ça fait peur. Et donc on peut avoir peur de soi comme ça, et surtout peur de ces états de vulnérabilité qu'on va immanquablement rencontrer pour des raisons X ou Y. Et que si on ne les rencontre pas, on sera dans un déni de notre sentiment de vulnérabilité, qui est hautement humain. Ça fait partie du pack de l'incarnation d'avoir une vulnérabilité. Et encore plus pour un petit homme qui naît et qui est autonome après des années d'apprentissage en fait. Rien à voir avec ne serait-ce qu'un petit poulain qui va naître et gambader au bout de quelques heures, et nous, il va nous falloir pour certains jusqu'à presque 2 ans pour pouvoir... Et puis c'est ainsi, c'est prévu ainsi. Autonomie pour se nourrir, autonomie pour... voilà, il va falloir des années. Donc on est, nous, êtres humains, très vulnérables. Cette vulnérabilité, quand on a vécu des traumas à séquelles, elle est insoutenable. Donc le nid du soin, le cœur du soin, ça va être de pouvoir
éduquer ou rééduquer, de nicher en soi et de trouver un confort et un réconfort où on puisse en soi recharger les batteries et ne pas s'envisager comme un ennemi à basse vibration qui donc va se générer des expériences merdiques. Donc je propose de voir peut-être l'état vibratoire comme une capacité amoureuse, plénière, d'embrasser tous nos états intérieurs, quelle que soit notre vulnérabilité. Et au contraire, d'être dans des épousailles de ces vulnérabilités, dans cette capacité à prendre dans les bras, à bras le corps, chaleureusement. Et ceci est très corporel. Des moments extrêmes, on ne peut plus activer les croyances, les mantras, tout ça, ça sonne dans le vide. Ce sont des lianes qui cassent en fait. On veut se raccrocher, mais selon mon expérience, il n'y a qu'un retour parfois très timide, très maladroit, très artisanal, très bricoleur dans le corps. Et là, j'aime parler de l'intention. Le geste intérieur de l'intention, qui est un geste tout à la fois mental et puis corporel, d'avoir un geste intérieur de contention, de se sentir contenu, d'apprivoiser très doucement le fait que on se sente à tel moment dans une grande vulnérabilité. Et quand se dégage juste assez ou quelques pourcents plus d'accueil de cet état ou de présence, parce que des fois l'accueil c'est un bien grand mot pour des états bien souffrants, mais on peut avoir l'intention de ne pas se quitter. Parce que dans le post-traumatique, on s'est quitté pour survivre, on a dû se quitter. Ce qui a occasionné cet état très inflammatoire. On a dû se quitter dans la terreur de la situation. Et donc tout le soin va consister potentiellement à renouer et à rester avec soi, au mieux de ses moyens, dans une assise. Donc être attentif à son cycle respiratoire sans le forcer peut être un outil élémentaire pour se dire voilà, je ne te quitte pas, je suis là, je m'assois, je te tiens la main. Sans plus que ça de paroles, le geste intérieur de la contention pour rester avec soi dans les états de panique extrême. Et ce geste amoureux, chaleureux, parfois on va sentir dans le corps, dans des états très inflammatoires et souffrants, soit une combustion, on est cramé par la douleur morale ou physique d'ailleurs, soit une grande rigidification et un grand froid, ça fait froid à l'intérieur. C'est intéressant selon moi d'aller à la rencontre de soi pour voir si on est dans quel état et donc de porter mentalement par l'intention un doux rafraîchissement ou une douce chaleur à soi selon l'état de son corps, et c'est vraiment le corps qui va parler. Et on n'est pas obligé d'être dans une conscience totale. On n'est pas obligé d'être dans une assise totale. On n'est pas obligé d'être dans une respiration ample et victorieuse sur le mal qu'on traverse. Non. Il y a dans l'amour qui peut nous soutenir à l'intérieur, je pense, la puissance de l'infiltration. Ces petites failles minuscules qui arrivent à faire péter les rigidités. Parce que ce qui nous fait toujours souffrir, c'est le fait qu'il y ait des rigidifications, des raideurs, qui sont des crispations dues souvent à la peur et à la douleur, et du coup qui empêchent le transit des formes douloureuses émotionnelles. Et ça, on va rencontrer 1000 fois ceci. Pour un être qui vit
avec cette mémoire traumatique, c'est le curseur qui va changer. Et donc, il va falloir redoubler d'amour, d'intention de présence. Et selon ma perception et mon expérience, se garantir un haut niveau vibratoire, c'est ce geste-là. La haute vibration, pour moi, en plus, j'aime pas trop ce truc de hauteur parce qu'on se barrer en haut. Si on s'incarne, c'est pour descendre. Hein. C'est pour que, selon moi, le divin infuse tous nos recoins jusque dans les racines de la terre, jusque dans le cœur de la terre, y compris de nous. Nous, l'essentiel, alors la peau, c'est un organe vraiment supra-important et tout marche avec tout, c'est un écosystème, mais l'essentiel est à l'intérieur, même physiologiquement. Donc, si on peut se garantir vraiment, non pas des hauteurs, mais peut-être des profondeurs vibratoires, amoureuses, et ben on va trouver dans ce vivier-là, dans cette présence-là, de quoi avoir une énergie de création ou de réponse par rapport à ce qu'on vit, ou de choix qui va être que oui, on va s'expérimenter ce qu'on est, mais on va expérimenter l'amour qu'on est, capable d'embrasser ce qu'on vit et puis nos réactions par rapport à ce qu'on vit sans viser une pure perfection, une pure gloire, mais d'être à l'aise autant dans nos moments de gloire et d'en être resplendissant que dans des moments d'intense fragilité et ne pas le voir comme antagoniste, mais les voir juste toute logique, tout organique dans le monde dans lequel on vit et dans le corps humain dans lequel on vit, qui comporte obligatoirement ces dualités au jour d'aujourd'hui. Et puis des va-et-vient émotionnels qui sont l'instabilité. Si on peut dégager en nous cette force présence, capable d'embrasser de l'intérieur, profondément, avec tendresse et compassion, ce qu'on vit, forcément qu'on va poser dehors d'autres actions ou d'autres regards qui vont faire que notre montée en amour intérieur, montée en présence, va faire qu'on va voir, expérimenter, goûter autre chose dehors. Mais sans le vouloir, à la force du poignet, à la force de la domination et de la torsion, juste dans le fluide. Et dans l'accueil aussi de certaines expériences mystérieuses dont on n'aura pas le dernier mot, la dernière analyse perçante, parce que en tant qu'être humain, on vit aussi avec le mystère. Et que parfois c'est insoutenable ce mystère. Parfois ça nous donne des vénérations, pour certains pour la vie, un instinct de vénération, d'adoration pour certains, donc pour la vie, pour les merveilles du vivant, et pour d'autres ils vont rajouter pour Dieu. Mais parfois aussi on est démuni, on est tout nu, y compris de concepts pour cadrer, pour donner du sens à des trucs qui sont vécus soit en nous, pour nous, soit dans le monde, parce que c'est dur et que notre sens ne peut pas l'élucider, on ne peut pas contenir, on est obligé d'accompagner le mouvement. Donc voilà, je propose, j'invite, en fonction de mon ressenti, à ne pas être obsédé par notre santé vibratoire comme celle de personnes toujours dans gagneur, mais qui est la puissance de la douceur, qui n'ait peur de rien, et en particulier qui n'ait pas peur de nos peurs, et qui a capacité en fractal à l'infini d'embrasser
la peur qu'on a de nos peurs et la peur de la peur de la peur de nos peurs, etc. Je sais pas si je suis claire dans cette idée, mais l'idée qui ne nous quitte pas dans nos vulnérabilités. Ne pas se quitter dans nos vulnérabilités, nos échecs, nos essais, nos expériences, permet de dégager beaucoup d'énergie. Déjà, de calmer le jeu. Et en fait, calmer le jeu, c'est pas que mental, c'est le système nerveux. Un système nerveux apaisé. Il y a des réactions en chaîne bienfaisantes qui embarquent le corps dans un mieux-être qui permet d'accompagner le mouvement, la vie, ce qu'on doit assumer, ce qu'on doit engendrer, et puis nos projets d'une autre manière. Et souvent, quand on est instable en tant qu'être humain, que la vie, l'expérience est instable, c'est intéressant de se voir comme ça, comme une valve, et de toujours revenir à la présence, parce qu'on fait des sorties de rail et des chutes très régulières. Le design humain est ainsi. L'intérêt est plus dans la danse chaleureuse de revenir à soi, avec possiblement un sourire très compatissant et de mettre de la fraîcheur ou de la chaleur là où c'est soit très inflammatoire, soit gelé de peur. Et ça, ce serait selon moi une bonne santé vibratoire. Qui n'ait pas peur des coins crasseux, de l'extrême vulnérabilité dans laquelle on a été placé et dans laquelle on est placé et dans laquelle sont placés nos pères. Voilà. Donc l'intention, un petit peu, par petites touches. Et puis, après, je pense que ça se fait tout seul. Il y a une infiltration comme ça, chaleureuse. On peut le sentir dans le corps, il y a un grand soulagement. Et puis, l'apaisement suffit, ou alors l'apaisement est le terrain propice à un dégagement d'énergie qu'on sent aussi. Et donc, on voit, on appréhende notre vie passée, présente, à venir, totalement de manière autre, sans crispation, et du coup, s'enclenche ce qu'on pourrait appeler la loi de l'attraction, mais à partir d'un point de suture avec notre humanité, et pas de volonté de domination qui serait à nouveau une chape comme ça, de domination théorique pour maîtriser le truc. Mais la vie, elle déborde de partout, on ne peut pas. c'est foisonnant, donc ça s'accompagne. Être de chaleureux supporters accompagnants, pour nous, c'est une autre manière de le dire. Ça nous garantit un terreau intérieur qui n'a pas peur de composter, de faire avec tout ce qui est vieilleries, déchets, vieilles épluchures dégueu, et qui avec ça va faire un terreau fertile. J'aborderai cette imagerie parce que je la trouve pour une image de la résilience très guérisseuse, et je trouve très guérisseur les images guérisseuses pour se visualiser et s'appréhender même corporellement. Voilà. Merci de votre intérêt, de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.